Nous sommes le 24 février 1989. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est le funéraire de l'empereur Hirohito, dieu vivant pour beaucoup de Japonais de l'époque. Et oui, c'est le même empereur qui a dirigé le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce jour-là, la plupart des Japonais ne vont même pas à son funéraire. Il est déclaré férié en raison de l'événement et c'est aussi l'occasion pour beaucoup de profiter d'un long week-end. Et comme par hasard, ce jour-là, un certain Naoyuki Kanno disparaît à jamais. 4 jours plus tard, on le retrouve mort dans l'un des endroits les plus improbables de toute l'histoire criminelle japonaise. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, mais vraiment personne n'a réussi à résoudre ce mystère. Mais ce qui est vraiment frustrant dans cette affaire, c'est que c'est pas juste un mystère où on a très peu d'informations, mais au contraire, on a beaucoup d'indices. Alors pourquoi cette affaire est devenue et restée l'une des affaires les plus dérangeantes du Japon? « 28 février 1989. Il est 18h20 dans un petit village rural de Fukushima. Yumi Tanaka, jeune maîtresse de 23 ans, termine sa journée de travail à l'école primaire. Et comme d'habitude, au mois de février au Japon, il faisait nuit très tôt, mais ce jour-là, il neigeait très fort. Et donc, sans tarder, elle rentre chez elle pour rester au chaud. Mais son logement, ce n'est pas ce qu'on imagine quand on pense aux maisons traditionnelles japonaises. C'est un logement indépendant, réservé uniquement aux maîtresses d'école. En vrai, assez rudimentaire à première vue. Comme si tout avait été pensé juste pour être fonctionnel, sans plus. Et surtout, le plus important, seule elle peut y accéder. Et je pense, comme la plupart d'entre nous, avant d'aller aux toilettes, on a tendance à checker si les toilettes sont déjà utilisables avant de s'accroupir, mais ce qu'elle va découvrir par la suite va complètement les traumatiser à vie. Non pas dans les toilettes, mais littéralement au fond des toilettes. Et avec une lumière assez faible, elle aperçoit d'abord une seule chaussure. On dirait qu'elle flotte sur quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, l'infrastructure de son village, Miyakojimura, n'était pas très bien développée, et encore moins les réseaux de canalisation souterrains. Les toilettes turques de chaque logement reposaient sur un système de vidange indépendant. C'est une forme de conduit en forme de U qui ressemble à ça, fermé d'un côté par la cuvette et de l'autre côté relié à une fosse située à l'extérieur, très étroite, et vidée régulièrement par un éboueur via une pompe spécialisée. Et donc, la jeune femme, comme elle a aperçu quelque chose de bizarre, elle décide de sortir dans le froid et ouvrir par elle-même le couvercle de la fosse pour regarder si ses toilettes étaient bouchées. Et par surprise, elle découvre un morceau de jambe qui dépasse, vêtu d'un pantalon et sans chaussures. Sous la panique, elle alerte immédiatement les autorités et ses collègues. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une fois que la police est arrivée sur place, ils n'ont rien pu faire. Un des agents de la police a même essayé de tirer de toutes ses forces en attrapant les jambes de bas en haut de cette manière, mais le corps ne bouge pas d'un point. Et c'est finalement les pompiers qui ont sorti tout le conduit en entier du sol. Ils ont scié le conduit en deux pour récupérer le corps. Ce qui est encore plus bizarre, c'est la position dans laquelle on a retrouvé le cadavre. Torse nu, dos contre le sol, avec des vêtements soigneusement pliés sur son torse. Et le visage exactement tourné vers l'axe de l'ouverture de la cuvette. Comme s'il était en train de stalker les parties intimes de la jeune femme aux toilettes. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est comment est-il arrivé là? S'agit-il d'un simple accident ou d'un meurtre parfaitement orchestré? Aujourd'hui, on va parler de mystère, mais surtout, j'ai parcouru Internet et les sources locales pour vous dévoiler des indices qui se rapprochent de la réalité. Comment est-il rentré? Première question que tout le monde se pose quand on a entendu l'histoire. Mais les résultats de l'autopsie révèlent que la victime était morte 2 jours avant la découverte, soit le 26 février. Mais mis à part quelques frottements de la peau contre la paroi au niveau des coudes et des genoux, aucune blessure interne ou externe significative n'a été relevée. Aucune trace de meurtre ni de violence n'a été identifiée non plus par l'autopsie. Et donc très rapidement, en quelques jours, la police fédérale clôt déjà l'affaire. Et pour eux, c'est évident. La cause de décès par l'autopsie est attribuée à une hypothermie couplée avec une compression du torse inhabituelle. Donc pour faire simple, il est juste mort de froid dans le tuyau. Et lors de la conférence de presse officielle, la police déclare publiquement, sans preuve, que Naoyuki Kanno serait mort accidentellement en essayant de stalker les femmes nues dans les toilettes. Et très rapidement, l'identité de Naoyuki a été reconnue par le grand public. Et il travaillait dans une entreprise de maintenance nucléaire, la centrale numéro 2 de Fukushima. Et la même centrale qui a causé l'incident de Fukushima 20 ans après. En tout cas, Naoyuki est un visage très familier, bien apprécié de tous les villageois. Il était très sympathique, social, il est marqué par un bon sens de justice. Mais pour les parents de Naoyuki, il est extrêmement difficile pour eux d'accepter que leur fils est un pervers. Pour eux, il y a forcément d'autres points qui sont incohérents. Ça ressemble vraiment pas à du simple accident. En plus, la maîtresse était en congé du 24 jusqu'au 27 et qu'il est mort le 26. Ça veut dire qu'il est rentré 2 jours à l'avance pour attendre que la maîtresse rentre pour les regarder par le petit trou de la cuvette. Ça
paraît trop tiré par les cheveux. Et donc, sous le coup de la colère, ils ont lancé une pétition qui a réuni plus de 4300 signatures en à peine un seul mois, alors que le village même comptait que 3800 habitants. Leur objectif, eh bien, c'est de forcer les enquêteurs à reconsidérer l'affaire sérieusement. Mais alors, pourquoi personne ne croit à la version officielle? Et surtout, le cœur de l'enquête n'est toujours pas résolu. Comment est-il véritablement rentré là-dedans et dans cette position en particulier? Naoyuki mesure 1m70. Selon les statistiques officielles du Japon, une personne âgée entre 25 et 29 ans, la distance des extrémités de ses épaules est de 40,2 cm, alors que le diamètre de l'entrée de la fosse est de 36 cm. Et de l'autre côté du conduit, comme on a besoin de placer la cuvette, eh bien l'ouverture serait naturellement beaucoup plus petite. Elle est de l'ordre de 20 cm. S'il y a un seul moyen pour lui de rentrer dans le tuyau, ce sera forcément par le côté extérieur. Mais d'abord, rentrer tout seul dans cette position dans le tuyau, c'est extrêmement compliqué. Il faisait très froid avec 20 cm de neige, torse nu, il n'a aucune raison de faire ça. Et pour prouver que c'est vraiment impossible, le père de Naoyuki a même gardé les débris du conduit initial et en a reproduit un presque à l'identique. Ils ont fait l'expérience avec un volontaire qui a le même gabarit que Naoyuki et résultat, avec ou sans vêtements, il est impossible pour lui de rentrer. Il est encore moins probable que quelqu'un d'autre l'a inséré de force. Parce que de 1, il aura eu beaucoup plus de blessures extérieures si c'était quelqu'un qui l'avait forcé. Et de 2, l'autopsie montre qu'il est mort le 26 février dans le conduit à cause du froid. S'il était mort avant dans le conduit, ce sera sans doute une autre raison. Et donc c'est pour cette raison principale que les enquêteurs ont éliminé la possibilité d'un meurtre. Et d'un autre côté, même s'il parvient à rentrer, il risque de ne plus sortir. Il le sait très bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour lui de prendre autant de risques juste pour regarder les parties intimes de la jeune femme aux toilettes? En plus, il doit se baigner dans la pisse et des excréments. Ou peut-être quelque chose d'autre nous a échappé. Selon le père de Naoyuki, la dernière fois qu'il a vu son fils, c'était le 24 février, le matin vers 10h. Il explique à son père qu'il a quelque chose à régler. Mais où était Naoyuki entre le 24 et le 26? Mais il y a une autre découverte encore plus étrange. Dans le tuyau, on a retrouvé une seule chaussure, mais seulement une seule, qui lui appartient. Et 2 jours après, les enquêteurs ont retrouvé l'autre chaussure perdue sur une montée très loin de là où il est mort et proche d'une rivière. Mais logiquement, s'il était vraiment mort dans le tuyau, pourquoi les 2 chaussures ne sont pas au même endroit? Et si on considère tous les points précédents, c'est là qu'on comprend que cette affaire n'est peut-être pas juste un simple accident. Alors qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Pour tenter de répondre à la question, je vais lister 4 hypothèses officielles qui circulent dans la plupart des sources connues. 1. Suicide volontaire. Naoyuki aurait choisi de mettre fin à ses jours pour des raisons encore inconnues ou personnelles. 2. Mort accidentelle d'un pervers. Il serait arrivé accidentellement dans le tuyau en essayant de stalker la jeune maîtresse. 3. Meurtre par la maîtresse. Il s'avère que c'est un crime passionnel avec son mari. 4. Meurtre par autrui, commis par le chef du syndicat, d'autres collègues de travail, liés à un conflit d'intérêts. À l'époque, selon la version officielle, et faute de preuves suffisantes, aucun coupable n'a finalement été désigné. Et en 2004, déjà 15 ans écoulés, le délai légal de prescription était dépassé, et donc l'affaire est devenue un mystère jusqu'à aujourd'hui. Mais on a vu précédemment que les 2 premières hypothèses étaient peu crédibles, en raison d'une manque de preuves due à des indices incohérentes. Donc à ce stade, on peut déjà les éliminer. Et pour le moment, ce qui empêche les enquêteurs de considérer l'hypothèse 3 et 4, c'est parce qu'on part sur un postulat qu'il est impossible pour lui de rentrer seul, ou inséré par quelqu'un en utilisant la force. Mais en réalité, il y a une faille dans les expériences. Une équipe de spécialistes japonais a réussi à obtenir les métriques corporelles de Naoyuki grâce à son dossier médical. Il mesurait pas 1m70 mais 1m69 et pèse 69,5 kg. Certes, au départ, le père de Naoyuki a prouvé que c'est impossible avec un volontaire, mais comme le conduit original a été détruit, la version clonée sur laquelle ils ont effectué des expériences contient un anneau en fer en plus, ce qui réduit le diamètre net de 6 cm. Mais il affirme qu'il est tout à fait possible pour lui de rentrer dans le tuyau s'il gagnait 6 cm de diamètre. Quelques temps plus tard, un autre enquêteur amateur a reproduit le conduit à l'identique, mais cette fois-ci en carton. Un autre cobaye a réussi à rentrer, mais avec difficulté. Alors, comment expliquer que la victime ne représente aucun frottement extérieur lors de sa descente? Selon l'interview du policier ayant découvert le corps, il dévoile un détail qui n'a jamais été communiqué dans les journaux. Comme le cadavre était trempé dans de l'excrément, au début, il n'a pas pu voir. Mais après le nettoyage, il se souvient d'avoir vu des gonflements sur ses pommes et sur d'autres zones en contact avec le tuyau. Plus tard confirmé par le docteur qui a effectué l'autopsie. Et bien qu'on a montré qu'il est possible pour Naoki de rentrer, l'affaire est loin d'être résolue. Est-ce que c'est possible qu'il soit tué par la maîtresse? En fait, les enquêteurs ont une très bonne raison de soupçonner la maîtresse. Si on découvre une chaussure et potentiellement on voit un début de cadavre sous ses toilettes, on a tendance à appeler immédiatement la police
et non pas sortir toute seule dans le froid et dans le noir, ouvrir elle-même la fosse et puis alerter la police. On dirait que c'est une mise en scène quoi. Est-ce qu'elle connaissait la victime avant? Eh ben oui, un peu de manière indirecte. Il était ami avec son mari et s'entendait bien avec elle. Cependant, quelque temps avant sa mort, elle avait reçu une série d'appels d'harcèlement, quelque temps avant la mort de Naoyuki, par le même numéro. Et l'identité de l'harceleur reste inconnue à ce jour. Mais il existe une faille également dans l'analyse du comportement de la jeune maîtresse. Si on reprend le journal original, il est écrit, je cite, « Le 28 février 1989, vers 18h20, Madame A, donc Yumi Tanaka, qui réside dans le dortoir des enseignants de l'école primaire Udao, dans le village de Dulu, a découvert que le couvercle de la fosse d'égout située à l'extérieur de ses toilettes était ouvert. Elle, ensemble avec ses collègues, ont aperçu une paire de pieds à l'intérieur et appellent les secours. » Donc la version qui circule sur internet comme quoi elle a vu des cadavres sous ses toilettes est fausse. En ce sens, il n'y a pas de raison spécifique de lui désigner coupable à ce stade. Si ce n'est pas la maîtresse, il reste une dernière hypothèse, tuée par autrui. Pour reprendre un peu de recul sur cette hypothèse, il faut remonter une dizaine de jours avant la mort de Naoyuki. Une élection syndicale se tenait dans la commune et Naoyuki soutenait l'un de ses candidats. Et sans rentrer dans les détails, les élections se sont achevées le 18 février, soit 8 jours avant la mort de Naoyuki, par une victoire écrasante des opposants au candidat qu'il soutenait. Mais vouloir éliminer Naoyuki, qui est juste une personne parmi toute cette partie, ils les auront fait avant. C'est peu probable qu'ils le font après. Mais supposons qu'ils le font vraiment après. Mais vouloir éliminer un soutien du parti adverse après les élections via ce genre de meurtre aussi bizarre aurait attiré une attention nationale et internationale. Ce qui rend cette hypothèse pas plausible. Mais il se peut que quelqu'un d'autre veut tuer Naoyuki. S'il était inséré par autrui mort, ça rentre en contradiction avec le fait qu'il soit mort par hypothermie et compression du torse. Et s'il était inséré par autrui vivant, il aurait eu bien plus de traces sur le corps que des simples frottements. Et surtout, il existe une preuve irréfutable. Si c'était vrai, le tueur, après l'avoir tué ou inséré dans le tuyau, il doit être assez intelligent et vigilant d'au moins refermer la fosse. Donc cette hypothèse n'est pas valable non plus. Ainsi, le seul moyen d'expliquer sa mort, c'est qu'il est rentré tout seul, volontairement. Mais alors, pourquoi ? En réalité, il existe une cinquième hypothèse, en raisonnant par la suite logique des choses. Mais c'est mon interprétation personnelle en s'inspirant des sources locales, rien d'officiel. Selon les témoignages de sa famille, il était rentré très tard, vers 1h du matin, le 24 février. Après avoir beaucoup bu lors d'une occasion avec ses collègues. Tout avait l'air normal pour son père. Et un ami déclare avoir vu sa voiture le 27 février dans un parking. Non seulement la voiture est très mal garée, mais en plus la clé de la voiture était encore branchée dessus. Ce qui est crucial comme information à ce stade. Puisque cette voiture est juste à 3 minutes de là où on l'a retrouvé mort. Et sa deuxième chaussure perdue se trouve justement sur cette montée entre la voiture et là où il est mort. Il n'y a plus de route possible pour les véhicules motorisés entre le parking et l'internat de la maîtresse. Mais si on observe bien cette voiture, dans quelles circonstances on gare la voiture de travers à ce point-là en oubliant de retirer ses clés? Il était sans doute très pressé. On dirait qu'il fuyait quelque chose ou peut-être il était en état de panique. Comme après le parking, il n'y a plus de chemin pour les véhicules motorisés, il n'a pas de choix que de laisser sa voiture ici et de continuer son chemin à pied. Sous la panique, il perd une chaussure sur le chemin en courant, mais comme il connaissait là où habite la jeune maîtresse, il s'est précipité pour s'enfuir chez elle. Mais comme par hasard, le 24 février, c'était le funéraire de l'empereur, la maîtresse avait pris des vacances entre le 24 et le 27, donc elle rentre le 28. Et donc le 26, elle n'était même pas chez elle. Ainsi, comme elle n'est pas à la maison, il aperçoit alors une fosse à côté de son mur et tente de se planquer là-dedans temporairement. Un scénario possible pour la suite, c'est qu'il a d'abord essayé de descendre en commençant par les pieds, mais remarque très vite que c'est trop serré. Et surtout, vraiment pas pratique d'avancer comme ça. Et entre-temps, il fait tomber une chaussure dans le tuyau. Il enlève son pull du haut, même s'il fait froid, pour gagner de l'espace pour rentrer dedans. Et il recommence cette fois-ci tête vers le bas, parce que c'est plus facile d'avancer comme ça. Mais ce qu'il ne savait pas une fois rentré, c'est qu'il n'arrive plus à ressortir. Il reste alors coincé et meurt de froid dans le tuyau. Et laisse la fosse extérieure ouverte, comme décrit dans les journaux. Je suis sûr que tu es en train de te demander pourquoi il est rentré avec ses vêtements. Ça lui facilite pas du tout la tâche pour rentrer. Et ben ça confirme justement le fait qu'il soit poursuivi par quelqu'un. S'il laissait ses vêtements dehors, ce sera le meilleur moyen de se faire cramer. Mais à ce stade, il reste encore un dernier point non résolu. Qui pourrait en vouloir à Naoyuki ? Tu te souviens que la jeune maîtresse a reçu beaucoup d'appels d'harcèlement ? Eh bien, Naoyuki a vraiment pris la peine de l'aider. Il a même confié à un ami proche qu'il savait qui était cet harceleur. Si ça fait longtemps qu'il a trouvé l'identité de l'harceleur,
mais il n'a toujours pas dit un mot à la jeune maîtresse ou à ses proches, il y a une seule possibilité plausible. C'est que l'identité de cet harceleur est très particulière. Peut-être quelqu'un de très influent, haut placé dans la hiérarchie sociale, et il n'ose pas parler sans preuve concrète. Avec cette logique, cette personne dont il a toujours soupçonné, il voulait simplement peut-être lui menacer ou lui donner une leçon, à partir des descriptions fournies par son père, lui a sans doute appelé le jour de sa disparition pour lui proposer de discuter de ce sujet. Mais une fois que Naoki arrive sur place, il se rend compte que la situation n'est pas du tout en sa faveur, il s'est senti en danger et commence à s'enfuir, et finit donc par mourir accidentellement dans le tuyau. Et la suite vous connaissez. En vrai, la réalité est sans doute bien plus complexe. Personne connaît jusqu'à aujourd'hui l'identité de l'agresseur. Je n'ai pas tous les détails non plus, et il se peut qu'il y a des informations que j'ai jamais trouvées. Mais au moins, ces pistes de réflexion diminuent les contradictions qu'on connaît autour de ce mystère. Avant de terminer, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Encore une fois, cette hypothèse est le résultat de mon analyse personnelle. Évidemment, ce n'est pas une preuve officielle, puisque l'affaire est déjà classée. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et bien sûr, au plaisir de lire vos hypothèses. Rendez-vous dans la prochaine affaire. Bye!